Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler économie responsable, RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons communication engagée avec Luc Wise, le fondateur et président de The Good Company. Notre débat RSE aujourd'hui portera sur les solutions de transport bas carbone. Pour en parler, j'accueillerai avec Eva Florence Mazot, qui est responsable RSE de BP2R, et Laurent Record, cofondateur de BP2R également, et de Siteness. Nous parlerons ensuite de vin biologique et engagé. Et pour finir, nous accueillerons Adrien Lefebvre, le fondateur d'Orega, une haute marque de joaillerie engagée. Et tout de suite, c'est les news avec Eva. La relance doit être verte, non seulement pour sauver l'environnement, mais aussi pour l'économie. C'est le résultat du nouveau rapport du Forum économique mondial. Dans cette étude, la Fondation estime que des solutions favorables à la nature pourraient rapporter près de 8 900 milliards d'euros et participer à la création de 395 millions d'emplois d'ici à 2030 à travers le monde. La pandémie de Covid-19 devrait entraîner, on le voit déjà, une crise économique majeure et de très nombreuses suppressions d'emplois. Pourtant, nous dit cette étude, des solutions sont là et peuvent être mises en œuvre pour contrer, voire inverser une partie de ces conséquences. Le sport, un vecteur de transition écologique. C'est le pari lancé par l'association Football Écologie France. Elle clôturait hier sa grande consultation nationale auprès des acteurs du monde du football, mais aussi des citoyens. Créée en juillet 2019, elle est composée d'une 60aine d'experts dans plusieurs antennes en France, à Paris, à Lyon, à Marseille. L'association œuvre sur le terrain pour sensibiliser les différents clubs de football et les passionnés de sport aux questions environnementales. Le choix du sport n'est pas anodin. L'association montre l'impact négatif du foot sur la nature. D'abord, l'utilisation des transports comme l'avion et les autocars pour les compétitions sportives qui ont produit quelques 2,1 millions de tonnes de CO2 durant la Coupe du Monde 2018, l'équivalent de l'impact de 200 000 Français. Le football a donc ainsi tout intérêt à se réinventer, prévient l'association, pour lui-même et pour la société. Cette consultation lui en donnera les outils. Et direction l'Australie. On termine ces news à l'autre bout du monde, à Sydney. 100% des énergies utilisées dans la ville sont désormais renouvelables. Ville la plus peuplée d'Australie, Sydney s'impose comme l'un des leaders du secteur de l'énergie verte sur le globe. Depuis le début du mois, City of Sydney, arrondissement central de la métropole, est intégralement alimenté en énergie renouvelable. Un pari audacieux devenu réalité. La ville avait déjà atteint la neutralité carbone en 2011. Cette nouvelle opération permettrait à la métropole australienne de réduire ses émissions de CO2 de 20 000 tonnes par an. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Notre invité du jour est Luc Wise, le président et fondateur de The Good Company. Bonjour Luc. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. The Good Company, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est une agence de communication. Appelons un chat, mais après ça a aussi un nom très explicite, The Good Company. C'est un nom explicite dans la mesure où on a envie de travailler plutôt dans le domaine du good advertising, dans la publicité qui a un impact positif. Et The Good Company, c'est aussi un nom explicite mais aussi engagé, puisque on ne souhaite pas travailler sur tous les projets. Et puis la manière dont on va travailler sur les projets, je pense qu'on va y revenir, on essaye de faire de manière un petit peu différente. En faisant notamment appel à tout ce qui est éco-conception et éco-production. Vous existez depuis combien d'années ? Alors, on a été créé officiellement début 2019, donc on a 1 an et demi, donc on commence à marcher, bien marcher et parler un peu. On est un jeune enfant de 18 mois. Après, l'idée ça fait un bout de temps que ça nous trottait dans la tête. Je pense que... Vous venez d'anciennes agences de pub et vous aviez envie de faire de la publicité différemment ? Oui, faire la publicité autrement. Je pense que bien avant que Bruno Le Maire parle de nouveau capitalisme, je crois que beaucoup d'entre nous avaient compris qu'il fallait changer nos modes de vie
une autre façon de fonctionner économiquement. Mais ce n'est pas incompatible, la publicité n'est pas polluante en soi. Est-ce qu'on peut faire de la publicité responsable dans le fond et dans la forme? Je pense que oui. Je pense que ça dépend de quel type de publicité. Je pense que si on appelle une nouvelle forme de capitalisme, il faut appeler aussi une nouvelle forme de publicité. Si on veut réinventer nos modèles de société, il faut réinventer la publicité, parce que la publicité, qu'on le veuille ou non, fait partie intégrante de nos sociétés. Et donc, il faut essayer de réinventer la publicité si on veut réinventer notre modèle économique et notre société. Après, pour répondre à la question sur est-ce qu'on peut faire une publicité responsable, je pense que ça dépend des objectifs qu'on lui assigne. Longtemps, la publicité a été l'objectif assigné à la publicité. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la relance économique, c'était les 30 Glorieuses. Et donc, la publicité, qui n'est qu'un outil, qui n'est qu'une série de techniques, était au service, finalement, d'une consommation qui s'avérait être une surconsommation. Mais dans les années 50-60, c'était cool de consommer, c'était cool d'acheter des frigos, c'était cool c'était la mode de consommation. Et on s'est rendu compte depuis que ce modèle-là n'est plus tenable. Et donc, il faut que cet outil, ce formidable outil qui est la publicité, soit orienté vers d'autres objectifs. Et c'est ça notre rôle, et c'est un peu ça notre raison d'être, c'est de dire est-ce qu'on peut utiliser notre talent stratégique et créatif, non pas pour soutenir une surconsommation, mais peut-être soutenir une meilleure consommation, peut-être valoriser aussi des causes qui sont chères aux gens, et c'est ça qui nous intéresse. Donc ça se voit dans les choix que vous faites des entreprises avec qui vous travaillez? Oui, complètement. C'est-à-dire que nous, on ne travaille pas, on refuse des clients. Vous m'avez posé la question de quand est-ce qu'on a été créé. En début 2019, il y a eu quelques cas de conscience, parce qu'on est une jeune agence. On sait que le marché de la publicité ne se porte pas très bien. En tout cas, celle des agences ne se porte pas très bien. Et il y avait certaines fois, on avait des vrais cas de conscience, parce qu'on avait besoin, finalement, de clients. Mais il y avait certains clients avec lesquels on n'avait pas très envie de travailler, parce que leur activité n'était pas cohérente avec ce qu'ils voulaient communiquer. Oui, alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a effectivement soit des projets sur lesquels on ne travaillera pas de manière claire, où on les exclut d'office. Quoi par exemple? Les énergies fossiles, par exemple? Oui, les énergies fossiles. On ne travaillera jamais sur les énergies fossiles. On ne travaillera jamais pour l'industrie du tabac. On ne travaillera jamais pour des sociétés d'armement, de sécurité. On ne travaillera jamais pour la pornographie non plus. Voilà, donc on a quelques secteurs comme ça qu'on a exclus, qui sont d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les disclosure reports. Il y a une tendance mondiale là aujourd'hui à demander aux agences en fait de publier, c'est un peu comme des mini-rapports RSE, le pourcentage de leur chiffre d'affaires dans certains secteurs qui sont des secteurs, on va dire, bad, pour caricaturer. Et ceux-là, on les exclut d'office. Et puis, mais ça c'est assez facile, ça c'est la partie facile. Ceux-là, bon, c'est assez évident qu'ils sont bad. Mais la plupart des marques, comme la plupart des gens, c'est plus complexe. C'est plus complexe, parce que les marques sont complexes. Et puis, une grande entreprise, même d'énergie ou d'automobile, aujourd'hui, on a besoin d'énergie. Regardez, là, on a plein de lumière au-dessus de nous. Voilà, on a des caméras, donc on a besoin d'électricité. Donc, on ne va pas jeter un anathème sur tous les énergéticiens. Et là, on va plutôt fonctionner par projet. On va discuter avec les clients et on va voir quelle est la nature du projet. Donc, si je le fais de manière très simple, un grand énergéticien vient nous voir et nous demande est-ce que vous pouvez faire la promotion des énergies fossiles? On va dire non, ce n'est pas notre créneau. En revanche, si c'est pour parler d'énergie renouvelable ou de services qui permettent de réduire sa consommation d'énergie à la maison, là on va plutôt dire oui. Voilà, après on sait qu'aucune solution n'est parfaite, mais après il faut après faire des choix, mais parfois c'est intéressant à l'agence, on a même des débats entre nous, et ça nous arrive, et ça fait partie aussi de la philosophie du Good Company en interne. Parfois, on le met au vote. On dit, ce client-là, il y a du pour, il y a du contre, c'est pas noir et blanc, c'est gris, et on décide communément ensemble si on souhaite travailler sur ce projet ou pas. La publicité éthique, Luc Wise, c'est un sujet de société. On le voit avec notamment les 2 rapports qui viennent d'être remis au gouvernement sur cette thématique. On voit aussi que des ONG comme Greenpeace, pour ne pas les citer, communiquent beaucoup là-dessus. Il faut avancer là-dessus. On sent que ça progresse.
moi, mon sentiment, c'est que oui, il faut avancer là-dessus. Il y a déjà eu des avancées. Je pense que il y a 10 ans, après la Grenelle de l'environnement, il y avait beaucoup de greenwashing et le travail de l'Union des marques, de l'ACC, de l'RPP, le CSA a fait qu'il y en a moins aujourd'hui. Il y a moins de publicité mensongère liée, par exemple, à l'environnement. Il faut le faire en concertation. Je pense que ces ONG jouent leur rôle de lanceurs d'alerte et ils ont raison de le faire, c'est leur rôle. Mais il faut au final que tout le monde se met autour d'une table et trouve des solutions ensemble. Après, sur les rapports en question, il y en a plusieurs. Celui des Amis de la Terre, piloté par les Amis de la Terre avec 23 associations, il y a 300 pages. Donc c'est un rapport très complet. Donc c'est difficile de dire je suis pour ou je suis contre, parce qu'il y a certaines propositions où je suis pour et certains où je suis contre. En revanche, je trouve que c'est utile au débat public. J'étais assez agréablement surpris pour les avoir lus, qui ne sont pas tombés dans une sorte de manichéisme anti-pub basique. C'est plus nuancé que ça. C'est plus constructif que ça. On demande une remise en question, en fait, du secteur. Oui, alors déjà, ça provoque une remise en question. Alors, pour certains d'entre nous, dont nous, mais il y a d'autres agences aussi. Et puis, on oublie aussi parfois que les publicitaires ont aussi une vie hors du travail. Et ça leur arrive de lire Le Monde, Les Échos, de regarder une émission de télé. D'avoir une conscience. D'avoir une conscience citoyenne. C'est pas parce qu'on est publicitaire qu'on est tous comme Jean Dujardin dans 99 francs. Voilà, donc il faut aussi se rendre compte que beaucoup de publicitaires sont extrêmement conscients de ces enjeux. Pas tous, mais... Non, mais c'est vrai qu'on parle de 99 francs. On ne peut plus faire de la publicité aujourd'hui comme on en faisait hier. Non. Ça, c'est une réalité. Bien sûr, mais le monde change. Mais j'ai envie de dire que tout change. Et il y a une accélération incroyable des choses. Même ce qu'on a vécu avec le Covid, ce qui était vrai il y a encore 12 mois n'est plus vrai aujourd'hui. Je pense que le problème, mais c'est là où j'étais content par rapport aux deux rapports, c'est que pour une grande partie de l'opinion publique, l'image du publicitaire est un peu restée figée dans les années Séguéla, Big BD, voilà. Bon, la publicité, la publicité a évolué, comme les médias ont évolué, comme tout a évolué. Voilà, donc il faut vivre avec son temps. Ça fait aussi partie du rôle de la publicité. Et après, la vraie question, c'est comment est-ce que la publicité peut faire en sorte d'aider finalement les marques à mieux consommer, enfin les personnes à mieux consommer, et aussi proposer, pourquoi pas, des nouveaux récits imaginaires, des nouvelles manières aussi de représenter les gens qui correspondent davantage aux enjeux des années à venir. Merci beaucoup, Luc Wise. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir parlé publicité et communication engagée. On va maintenant passer à la bonne pratique du jour. OE est une marque de vin responsable, à la fois bio, vegan et sans pesticides. Créée en 2015 par Thomas Lemal et François-Xavier Henry, l'entreprise collabore avec des vignerons français certifiés en agriculture biologique. Elle propose pour le moment 9 références dans son catalogue. L'entreprise est particulièrement engagée. Elle est certifiée Bicorp et en plus de promouvoir une viticulture durable, elle suggère de consommer le vin différemment. Elle tient par exemple à souligner que la vigne représente 4% des surfaces agricoles françaises, mais qu'elle couvre à elle seule 20% des pesticides utilisés en agriculture. Parmi ses clients, OE compte le ministère de la Transition écologique et solidaire, mais aussi des distributeurs, restaurants et autres lieux engagés. L'entreprise vient de lever 2,5 millions d'euros, de quoi survivre, de quoi poursuivre surtout son développement et ses engagements durables. Merci beaucoup, Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur le transport en entreprise et les solutions bas carbone. Pour en parler en plateau, nous accueillons tout de suite Florence Mazot, qui est directrice RSE de BP2R. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également Laurent Record, cofondateur de BP2R et de Siteness. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Parlons transport décarboné. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà un petit peu ce que vous faites chez BP2R ? Alors BP2R est un cabinet de conseil leader dans l'optimisation de la performance transport.
Donc on aide les entreprises du CAC 40, des ETI, des grosses PME à optimiser le transport sur les 3 challenges du transport qui sont les coûts, la promesse client et la RSE. Et l'impact environnemental. Et l'impact environnemental. Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi ce que vous faites chez BP2R ? Alors moi, en fait, je suis responsable du sujet de la RSE au sens large, plus particulièrement de l'impact environnemental du transport. On considère en fait, en tant que cabinet de conseil, que notre impact environnemental, il est plutôt chez nos clients et que du coup, il faut qu'on les accompagne à progresser sur le sujet. Et donc c'est là, c'est mon travail, je dirais, à 95%. 5%, du coup, j'accompagne un petit peu mes collaborateurs sur le sujet également. Pourquoi le transport, c'est un enjeu majeur pour les entreprises ? C'est un enjeu tout simplement parce que le transport représente 10% des émissions mondiales, d'une part. D'autre part, c'est le seul secteur en fait, qui progresse en termes d'émissions. L'OCDE a prévu un quadruplement des émissions entre 2010 et 2050. Et il y a des engagements français, européens, à travers donc, le pacte vert, à travers la stratégie nationale bas carbone, des engagements d'émissions zéro à horizon 2050. Donc c'est un vrai challenge à la fois pour la France, pour l'Europe, mais aussi pour chaque entreprise. Alors justement, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises que vous conseillez ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, notre métier, c'est effectivement d'accompagner les entreprises dans leur transformation du transport. Donc, on les accompagne pour déjà poser les bons constats. En fait, vraiment, ce qui est très important, c'est de savoir où on en est quand on démarre une démarche de transformation. Donc, faire les bons constats, ça veut dire calculer les émissions de GES de son transport. Ça veut dire identifier les sources d'émissions. Ça veut dire ensuite poser des objectifs qui sont en phase avec ce que vient de dire Laurent, donc notamment la stratégie nationale bas carbone, donc quand même des objectifs très ambitieux à un horizon 2050. Et une fois qu'on a posé ça, en fait, il faut identifier les leviers qui vont permettre à l'entreprise d'atteindre ces objectifs. Donc des leviers techniques, des leviers sur la motorisation, les motorisations alternatives, des leviers sur la baisse de la consommation des véhicules, des leviers sur l'optimisation du transport en termes de taux de remplissage, par exemple, en termes d'augmentation du taux de remplissage. Des leviers en termes de sobriété, donc ça veut dire la baisse en fait, des volumes qui sont transportés ou la baisse des distances qui sont parcourues. Et puis il y a aussi des leviers de report modaux, donc passer de la route au train ou au fluvial ou de l'avion au maritime, ce qui se fait beaucoup. Donc notre métier, c'est de détecter avec le client les leviers et puis de l'accompagner dans la mise en place de ces leviers. Et vous travaillez avec des assez grosses entreprises, ça veut dire que la remise en question, ou en tout cas la remise à plat de leur stratégie de transport est énorme. Oui. Oui, ça peut avoir des gros impacts. Quand on parle de sobriété, par exemple, souvent le levier qui revient, c'est le network design. Ce qu'on appelle le network design, c'est relocaliser un entrepôt, par exemple, au plus proche de ses destinataires. Donc ça, évidemment, ça a des impacts très importants en termes d'organisation, en termes d'employabilité, en termes de coûts. Donc voilà, il faut que... Nous, notre métier, c'est aussi de savoir mettre en parallèle l'impact environnemental, l'impact coût et l'impact qualité promesse client. Donc du coup, on essaie de vous accompagner là-dessus pour justement mettre en place des transformations qui peuvent être très importantes dans une entreprise. C'est prendre en compte l'ensemble des engagements RSE aussi, hein, c'est ça, au service du transport bas carbone, mais pas que ? Oui, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Florence. Pour faire bouger les lignes, pour que l'entreprise ait envie finalement, ou en connaissance de cause, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise a besoin de simuler les impacts sur ses coûts de transport. Parce que le transport peut représenter jusqu'à 10% des coûts d'une entreprise, donc c'est pas neutre. On ne peut pas prendre des décisions sans être informé de l'impact de ce transport alternatif, de ce changement d'entrepôt, par exemple. Et puis, vous avez des entreprises qui sont aussi positionnées stratégiquement sur une promesse client rapide. Je vais citer Amazon. Et là, de la même façon, si une réduction a un impact sur la promesse client, forcément, l'entreprise, elle doit œuvrer en connaissance de cause. Vous parlez tous les deux du coût. La notion de coût, elle est importante aussi quand on fait sa transition écologique. En fait, ça ne va pas coûter forcément plus cher à l'entreprise finalement. C'est des solutions qui demain vont lui permettre aussi d'être efficace économiquement. Oui, complètement. Alors, il y a effectivement, souvent, aujourd'hui en tout cas,
au moins parfois, il faut investir au départ pour pouvoir passer le palier et puis entamer une transition vraiment efficace. Après, en effet, il y a beaucoup déjà de leviers d'optimisation qui sont à la fois réducteurs d'émissions de gaz à effet de serre et à la fois réducteurs des coûts. Parce que quand on optimise, quand on augmente son taux de remplissage, on utilise moins de véhicules. Enfin, bon, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais bien souvent, ça va dans le même sens et c'est un peu l'intérêt, enfin l'avantage en tout cas du transport de marchandises, c'est que les leviers qui vont avoir un impact sur la réduction des émissions ont aussi un impact sur la réduction des coûts et donc c'est plus facile peut-être à mettre en place. Et puis en plus, c'est vrai qu'à terme, une entreprise responsable, de toute façon, étant donné comment évolue la situation, on peut considérer qu'elle sera plus agile et qu'elle réagira mieux aux variations de coûts, notamment des carburants fossiles, pour ne citer que cet exemple. Vous travaillez avec les pouvoirs publics sur ces thématiques Alors, nous, directement, non. Laurent, tu me... non, mais... On collabore. Voilà, on collabore. De quelle manière, ouais, justement? Sur des initiatives, par exemple, on est partenaire de Fret 21. Donc, on les accompagne, finalement, dans cette transition énergétique, en aidant les entreprises à assimiler la démarche, à utiliser les outils. Voilà, donc on a ce type de partenariat. Mais en tout cas, ce que vous faites va en tout cas dans le même sens que ce que proposent aujourd'hui les pouvoirs publics, les collectivités territoriales. On va dans ce sens de transport bas carbone. Donc vous allez aussi, vous êtes amené de toute façon à aller dans le même sens que ce qui se passe en ce moment. Oui, alors il y a une difficulté. Le point de départ, on en parlait tout à l'heure, c'est déjà il faut faire les bons constats. Et faire les bons constats sur les émissions de GES, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la donnée est partout. Il y a 600 000 entreprises de transport en Europe. Donc on est sur une donnée complètement éclatée. Et pour pouvoir mesurer efficacement, il faut interfacer, pas les 600 000, il faut interfacer beaucoup de systèmes informatiques. C'est un peu le nerf de la guerre, les outils de mesure. Hein. Oui, complètement. C'est le nerf de la guerre. Et on a parlé de BP2R, on n'a pas évoqué Siteness tout à l'heure, qui est une solution SaaS qui permet justement de faire les bons constats, pas que, mais qui permet entre autres de faire les bons constats sur les émissions de gaz à effet de serre. Et grâce à cette capacité, son agilité à s'interfacer avec tous les systèmes informatiques et de remonter l'information afin que l'entreprise puisse agir, encore une fois, en connaissance de cause, en identifiant les impacts sur les coûts, sur la promesse client. Siteness a été créé pour répondre à ce besoin-là précis ? Pas que. C'est pour répondre à l'ensemble des challenges du transport, mais effectivement, il adresse... c'est l'un des 3 modules, en fait, adressant les challenges du transport. Est-ce que vous avez quelques exemples d'entreprises à nous donner, ou en tout cas d'entreprises qui ont fait une remise en question assez importante au niveau, peut-être avoir changé tous leurs camions routiers. Très concrètement, dites-nous ce qui a changé ces dernières années. Alors déjà, il y a effectivement pas mal d'entreprises qui soit sollicitent leurs transporteurs pour investir, renouveler des flottes avec des véhicules plus récents, mais surtout investir dans des véhicules à motorisation alternative. Donc là, le marché, il n'est pas encore complètement mature sur tous les sujets. Donc, c'est les chargeurs qui accompagnent en fait les transporteurs dans cette démarche d'investissement. On est sur un renouvellement de toute la flotte à chaque fois ? Non, pas du tout. Pas du tout. On y va par palier. Il y a beaucoup d'alliances chargeurs-transporteurs qui font des tests de véhicules. Donc, on est souvent sur un véhicule, sur une ligne bien dédiée, bien identifiée, et ce qui permet après, éventuellement, de développer la solution sur toute la flotte. Donc ça se fait beaucoup. Et après, il y a des solutions aussi de levier. Je pense par exemple à la mutualisation, qui est quelque chose qui marche très bien, parce que ça a un impact sur les coûts. Et en fait, c'est des industriels qui sont concurrents, mais qui collaborent pour mutualiser les véhicules, en fait, augmenter le taux de remplissage, n'utiliser qu'un véhicule pour 4 industriels vers le même destinataire. Et ça marche très bien. C'est une solution qui est performante. Après, il y a plein d'autres sujets. Les leviers du transport, ils sont vraiment très nombreux et il y a vraiment plein de choses à faire. Bon, j'espère que vous reviendrez pour nous parler des solutions. C'est déjà la fin de ce débat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va maintenant passer à la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle d'Adrien Lefebvre, qui est le cofondateur d'Aurega. Bonjour Adrien. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Allons-y, présentez-nous Aurega qui ne fait pas du tout de haute joaillerie, Non, pas de du tout, haute non. maroquinerie solidaire. Je rectifie. Voilà, tout à Allons-y. fait. Donc Aurega, c'est une marque de haute maroquinerie française et solidaire. Donc on fabrique des sacs à main pour femmes et bientôt une ligne pour hommes, avec un principe fondateur très fort qui est donner du sens et de l'impact à nos actions, que ce soit en tant qu'entrepreneur, dans nos choix stratégiques ou dans notre structuration de notre modèle économique et de notre entreprise, ou en tant que consommateur, dans les choix de consommation que l'on fait au quotidien. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, solidaire alors ? Concrètement, solidaire, ça veut dire qu'on a intégré à notre modèle économique la réponse à un impact social, sociétal, un enjeu fort qui est l'éducation. Ça se matérialise de manière très simple. Dès qu'une personne va acheter un de nos produits, ça va générer le financement et la fabrication d'un cartable qui va être équipé d'un module solaire que l'on va distribuer ensuite à des enfants qui n'ont pas accès à l'électricité. Vous avez fait une opération il n'y a pas longtemps que vous pouvez d'ailleurs tous retrouver sur le site d'Aurega au Sénégal, c'est ça? Vous avez traversé le Sénégal pour distribuer combien de cartables dans des écoles? On a fait 2 opérations. La première pour le repérage, comme on a tout intégré, on est parti en octobre 2018 pour essayer de rencontrer en octobre 2019, pardon, d'aller sur le terrain et de mieux comprendre la problématique de l'éducation, quel pouvait être l'impact de ne pas avoir de lumière le soir chez soi. Il y a plus de 300 millions d'enfants en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité, donc c'est un vrai problème majeur, alors que c'est un besoin primaire. Et donc on a essayé d'organiser un second voyage où on a distribué une vingtaine de cartables. Donc on est parti en octobre 2020 ou novembre 2020, 19. Oui. Du coup, j'ai du mal. Et on est parti au Sénégal. Et effectivement, on a traversé tout le pays. On est arrivé à Dakar et on est arrivé jusqu'à la frontière de la Mauritanie. On a fait presque 48 heures de route. Avec des petits problèmes de voiture. Voilà, on est tombé en panne plusieurs fois. Ça a été un vrai périple. Pourquoi cet engagement sur ces questions d'éducation ? En fait, d'éducation, d'accès à l'électricité, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là ? Le constat qu'on a fait au départ, quand on a voulu monter le projet avec mes 2 associés, cofondateurs, c'est que les inégalités, c'est un vrai enjeu de société. Et l'éducation, c'est le meilleur moyen de sortir de la pauvreté. C'est aussi le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique, d'être impliqué dans l'écologie. Vraiment, à partir du moment où on est éduqué, on peut faire beaucoup de choses et on peut sortir de la pauvreté, vraiment. Et donc, on s'est dit quel pouvait être le fil conducteur entre l'éducation et un projet qui nous tenait à cœur, donc monter une marque. Et donc on a choisi la maroquinerie, le cartable d'un côté et les sacs de l'autre. Et on voit le résultat sur ces enfants-là qui peuvent travailler le soir quand il fait nuit dehors grâce à ces cartables et qui peuvent rêver à être par exemple médecins. Oui, exactement. Ouais. Donc la lumière, ça peut augmenter de 60% les capacités d'apprentissage. Donc c'est un vrai changement dans un foyer. Et aujourd'hui, on a quelques témoignages de cette jeune fille qui veut devenir docteur, qu'on a revu donc la 2e année, puisqu'on avait fait la première phase de prototypage avec elle, et qui a donc progressé à l'école. La première chose qu'elle nous a montré, c'est son bulletin scolaire. Et donc aujourd'hui, ça devient un point lumineux dans son village, où les autres enfants qui n'ont pas d'électricité vont venir chez elle le soir pour lire, écrire ou discuter. Merci beaucoup Adrien Lefebvre d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté Aurega. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve tous les jours avec Émilie. Et oui, on vous retrouvera demain avec Eva pour de nouvelles solutions durables et responsables. À très vite.